La crise du COVID-19 souligne une fois de plus des choses qui ont été perçues, vues, analysées à plusieurs reprises dans les CHSLD et de façon générale dans des maisons de retraite. On peut, en remontant dans les archives numériques du Devoir, qui sont disponibles jusqu'au début des années 90, avoir une certaine idée de ce qu'il y avait derrière nous. En 1996, on explique que les personnes âgées se plaignent à répétition de faire les frais des compressions budgétaires du gouvernement de Lucien Bouchard. Et le premier ministre va leur répondre. Le premier ministre Bouchard va dire aux aînés de s'ajuster. 2004, donc, d'autres cas de mauvais traitement mis à jour dans un CHSLD, ce qui va entraîner ce fameux débat, à savoir est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des caméras d'installer dans les chambres des patients. 2007, la ministre de l'époque, la ministre libérale Marguerite Blais, c'est toujours la même ministre qu'on a aujourd'hui sous une nouvelle enseigne politique, elle va lancer des consultations publiques sur les conditions de vie offertes aux aînés. 2010, un aîné meurt brûlé dans son bain. En 2016, il y a un tollé à ce moment-là, on se rend compte que les repas, ça ne va pas du tout, la nourriture est d'une piètre qualité. Le ministre du temps, Gaétan Barrette, affirme que les repas seront désormais nutritifs, bons, beaux et chauds. En 2017, nouveau débat à propos des soins dans les CHSLD. Est-ce qu'il est possible d'accorder un deuxième bain dans une semaine? Donc, on le voit au fond, la crise qui est soulignée par la présence des militaires en ce moment, et c'est ce que nous disent les historiens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, ne date pas d'hier. Au fond, elle souligne au crayon fluorescent, si vous voulez, des choses qui sont déjà là, très, très présentes, et qu'on peut documenter et mieux comprendre en allant plus loin derrière. Dans les sociétés traditionnelles, les personnes âgées, les vieux, les aînés, peu importe comment on les appelle au fil du temps, vivent avec leur famille, vivent avec leurs proches, sont intégrés dans les réseaux jusqu'à leur dernier jour. Ils ne sont pas toujours malades quand ils le sont. Ils sont intégrés et pris en compte dans la cellule familiale habituelle. Puis sinon, ils conviennent d'un arrangement avec leur famille pour être là. C'est plus possible à partir de quand, ça? C'est plus possible à partir essentiellement de la révolution industrielle. Ou pourquoi? Parce qu'il y a une urbanisation de plus en plus grande qui se fait. Les gens vivent à la ville de plus en plus pour travailler dans les industries, mais les résidences pour personnes âgées, comme on les appelle aujourd'hui, ça a existé au fond de tout temps. C'est une vieille tradition européenne pour les démunis, les désœuvrés, où on va avoir des lieux qui sont mixtes pendant très, très longtemps. On a en 1692 à Québec la création d'un hôpital qui permet de recueillir des personnes âgées qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas rien au fond pour assurer leurs derniers jours et qui vont se retrouver dans des hôpitaux comme ceux-là. Pas à titre de personnes âgées, mais à titre de démunis essentiellement. Il va falloir attendre 1921 pour qu'une loi fasse en sorte de systématiser le système dans lequel on va pouvoir financer des lieux qui vont être de plus en plus dédiés. Il y a un discours qui s'impose, nous dit François Guérard, qui est historien, spécialiste de ces questions-là à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui émane et qui va s'imposer donc entre les années 20 et les années 70. C'est l'idée, au fond, que pour être bien, pour vieillir bien, il faut vivre entre vieux, d'une certaine façon, dans un lieu qui est dédié à la vieillesse. Et ça, c'est nouveau. Et à partir de ce moment-là, on va avoir de plus en plus de lieux, à partir des années 30 en particulier, qui sont strictement dédiés aux personnes âgées. Le trait commun de ces personnes-là étant essentiellement l'âge. Au début des années 70, il y a une commission d'enquête, la commission Neveu-Castonguay. Castonguay deviendra ministre, Claude Castonguay, du gouvernement libéral de Robert Bourassa, qui va s'attarder un peu par la bande, parce que c'est une question qui est importante, à la question des résidences pour personnes âgées. On se rend compte à ce moment-là, on dit que dans l'idéal, ce devrait être l'État qui s'en occupe, mais qu'au fond, on n'a pas les moyens de ça. Mais cette idée qui était très présente jusque-là, selon laquelle on devait vivre de façon cloisonnée dans une maison à part pour finir ses vieux jours, va être remodelée, changée. On va considérer que si on avait des soins à domicile, un plus grand nombre de possibilités pour que les personnes puissent vivre dans leur milieu, le milieu qu'ils ont connu
toute leur vie, ce serait probablement bien préférable. Isabelle Marchand, qui est professeure de travail social à l'Université du Québec en Outaouais, fait remarquer que cette conception qu'on devrait avoir plus de soins à domicile est mise à mal, considérablement mise à mal avec la montée de politiques néolibérales à compter des années 80. C'est à ce moment-là où, au fond, on se rend compte que ça peut être un marché financier, les personnes âgées, et ça va beaucoup être poussé, ça. Il va y avoir des congés de taxes, des incitations à la construction de bâtiments. Plusieurs personnes, nous fait remarquer François Guérard, plusieurs types de gens de plusieurs milieux s'intéressent à ce moment-là aux résidences pour personnes âgées parce que c'est payant. Il y a de l'argent, là. Ça devient un marché. C'est plus de la philanthropie, c'est plus de l'aide aux gens qui en ont besoin. C'est une business. Et on va multiplier à ce moment-là le nombre de résidences pour personnes âgées, ce qui explique en partie pourquoi on a beaucoup plus de ce type de résidence-là aujourd'hui au Québec que dans d'autres portions du Canada. C'est un choix de société. Est-ce que c'est la bonne vision, nous demande un certain nombre de spécialistes aujourd'hui? À vous d'y réfléchir.